Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 2 février 2020 et la folie GameStop n'est toujours pas terminée. Ça va un petit peu mieux, mais c'est toujours pas terminé. On est toujours à fond dans la thématique de savoir s'il faut avoir Wall Street Bet, s'il faut pas avoir Wall Street Bet, si les hedge funds sont des gentils ou sont des méchants. Enfin bref, on tourne un petit peu dans les mêmes histoires. La seule question qu'on peut simplement se poser maintenant, c'est de savoir combien d'entre nous se sont inscrits sur le forum Wall Street Bet, puisque oui, évidemment, il n'y a pas de petit profit dans ce monde merveilleux qu'est la finance. Donc on va tous forcément aller quand même jeter un œil par la petite lucarne pour voir si on peut apprendre quelque chose et savoir quel sera le prochain short squeeze. Alors hier, les marchés ont fait la même réflexion que la semaine dernière, mais dans le sens inverse. À savoir, la semaine dernière, on s'est dit, bah oui, alors les hedge funds, ils sont en train de se faire laminer sur les shorts. Comme certains hedge funds vont devoir rendre les plats, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont démonter leur position, donc ils vont vendre le reste des actions qu'ils ont en position longue. Donc des boîtes comme Apple, comme Microsoft sont fait démonter la semaine dernière à cause de cette thématique. À cause de cette réflexion, puisque le reste, on s'en fout et on ne regarde plus du tout la macro, la micro, les charts, les machins. On a complètement arrêté de regarder tout ce genre de trucs. Et puis alors hier, on s'est dit, oui, mais alors, attends voir. Si on part du principe que les hedge funds, ils pensent que maintenant, ils osent plus être short parce qu'il y a Wall Street Bet qui va leur tomber dessus, forcément, ils vont commencer à racheter le reste des shorts. Pas forcément sur les petites boîtes où toute la capitalisation boursière est short, mais sur le reste, sur la globalité, là où il y a peut-être moins d'influence, mais malgré tout, ça va quand même générer du volume qui va faire monter le marché. Voilà, c'était un peu pour ça que hier, on remontait. Et d'ailleurs, quand on regarde le chart du S&P 500, eh bien qu'on voit qu'on s'est posé parfaitement, mais comme une fleur, sur le support des 3650 sur le S&P et qu'on est prêt à rebondir maintenant. On a entamé le rebond maintenant. Visiblement, on a l'air d'être mûr pour aller chercher les plus hauts de tous les temps, puisque les futurs sont déjà largement en hausse ce matin. Et on est un peu reparti dans le mood de tout va bien. On s'occupe toujours pas trop de ce qui se passe au niveau de la macro et de la micro, parce qu'il y a plein de soucis au niveau du stimulus qui prend du temps, mais on s'en tape. Mais globalement, magnifiquement bien, on s'en tape. On est passé à autre chose. On attend simplement de trouver quel est le prochain short squeeze. Donc il faut effectivement suivre un peu ce qui se passe dans ce marché, parce que c'est pas évident de voir comme la vitesse avec laquelle on change de côté. On parle toujours bien sûr beaucoup de ces forums. La question qui revient beaucoup, c'est de savoir si cette folie est faite pour durer. Alors il y a plein d'avis dans la nature, donc ça continue un peu à pousser dans cette direction. Il y a plusieurs grandes banques américaines qui tendent le bras en disant mais de toute façon ils ont le droit d'être là, ça fait partie du jeu. Robinhood continue à essayer de travailler avec. La problématique c'est que derrière ils ont quand même réduit les capacités, donc les gens sont un petit peu plus handicapés finalement parce qu'on a réduit le nombre d'actions qu'ils ont le droit de traiter, donc c'est plus compliqué à traiter. GameStop a perdu 30% hier et encore 16% en pré-opening aujourd'hui, donc ça a l'air un peu de se calmer. On parle de short squeeze sur l'argent, donc on voit que ça bouge un petit peu, ça continue à travailler. La question c'est est-ce que ça va durer? Alors je me souviens il y a des années en arrière, on avait une théorie qui s'appelait on faisait un truc qui s'appelait les varans japonais, et les varans japonais c'était simplement un truc où les gens s'échangeaient des masses de varans dans les salles de trading à l'époque, et du coup il y avait chacun qui achetait toujours un peu plus cher et c'était un espèce de Ponzi scheme. Puis quand on arrive en haut puis plus personne en voulait, il n'y avait plus personne pour acheter. Et puis ça a fini par partir en vrille. C'est un petit peu la même histoire, malheureusement. C'est clair que si tout le monde vient en même temps acheter le titre, et puis qu'au bout d'un moment, eh bien on commence à se dégonfler, comme j'ai déjà expliqué dans les vidéos d'hier et d'avant-hier et d'avant-avant-hier, eh bien quand il n'y a plus d'acheteurs, le truc il rebaisse naturellement. À noter aussi que Michael Burry, un des types dont le film Le Big Short s'est inspiré, a annoncé hier que si vous avez gagné beaucoup d'argent sur GameStop, il ne serait pas complètement ridicule de prendre les profits. A rappelé que lui a acheté une grosse position au mois d'août l'année passée, quand GameStop était encore bien plus bas que 20 $. Donc il fait un énorme carton, évidemment, et puis il a pris une position qui est beaucoup plus grosse que la moyenne des gens. Et donc du coup il gagne beaucoup d'argent. Certainement il n'a pas dit si lui il vendait, mais en tout cas il conseille aux gens qui ont gagné énormément ces derniers temps. On a vu des histoires de personnes qui sont passées de 50 000 $ à 48 millions de dollars, de prendre les profits et de profiter de ce qu'ils ont de ce côté-là. Il pense selon lui que ce genre d'exception où on avait le free float qui était quasiment plus shorté que la masse, il y avait plus de short que de free float, donc il y avait clairement quelque chose qui déconnait dans le système, eh bien ça ne se reproduira pas de sitôt et que c'était juste le perfect short et que c'est pas sûr que ça existe, il y en a d'autres encore comme ça qui soient aussi magnifiques à trouver dans le marché.
à suivre, mais c'est quand même Michael Burry, et jusqu'à maintenant, quand il a fait quelque chose, il était plutôt juste. On va essayer de partir sur autre chose et de se concentrer sur ce qui se passe maintenant, dans le moment présent, puisqu'on dit que c'est important de suivre le moment présent. Ce soir, il y a 2 sociétés qui vont publier, Amazon et Google. Quand on regarde le graphique d'Amazon qui s'affiche maintenant, indépendamment de l'aspect chiffre, je serai plutôt long et je pense que ce sera mon idée du jour, c'est de me mettre long Amazon. J'aime pas jouer les chiffres, mais par contre, le graphique me plaît bien. On est en train de sortir ce triangle à la hausse. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on risque? Je veux dire, dans la théorie du confinement aujourd'hui, le fait que les gens ne sortent plus, ne peuvent plus aller dans les magasins, c'est un des premiers bénéficiaires. En plus, le cloud, on sait que ça cartonne en ce moment pour des raisons de télétravail et pour des raisons parce que ça se développe dans ce sens-là. On a vu les chiffres de Microsoft l'autre jour. Il n'y a pas de raison qu'Amazon déçoive a priori. Donc on devrait aller bien plus haut en sortant de ce triangle. Donc plutôt bullish sur Amazon pour jouer les résultats. Mais encore une fois, attention, puisqu'on sait que le marché a tendance ces temps à réagir un peu dans le sens oui mais on savait. Maintenant la bonne nouvelle c'est qu'Amazon n'a pas foutu grand chose ces derniers temps et je pense qu'il y a peut-être un truc à jouer si il nous publie des bons chiffres ce soir. Il faut avoir le courage de jouer juste la thématique ce soir et de voir une accélération qui pourrait peut-être perdurer. On attend également 100 milliards de revenus pour ce trimestre, un peu comme Apple l'autre jour, donc à suivre attentivement. Il y aura aussi Google qui publiera. Google a beaucoup monté ces derniers temps, donc là il faudra faire aussi attention dans l'autre sens. Parce que Google a toujours des chiffres qui sont très difficiles à comprendre et donc post-rallye, si on veut bien, il pourrait y avoir des gens qui vont prendre les profits. Donc méfiance de ce côté-là, mais c'est deux grosses Bertha qui vont publier ce soir. Petit détour par les voitures électriques. Ce matin, Enio, le fabricant de voitures électriques chinois, a annoncé avoir quadruplé ses livraisons sur le mois de janvier par rapport au mois de janvier 2020. Alors comme ça, présenté comme ça, c'est impressionnant. Bah, ils en ont vendu 7000, hein, donc quadruplé forcément quand on vend 1500, c'est plutôt facile de passer à beaucoup plus. Les taux de croissance sont toujours beaucoup plus faciles au début. Hein. Comme quoi, le jour où je vends une voiture, le jour où j'en vends 10, forcément, je fais x10. Waouh! Bref, bonne nouvelle quand même. On va quand même beaucoup parler des voitures électriques. Je rappelle que Enio fait quand même partie des favoris à jouer cette année pour certains spécialistes de la voiture électrique, sachant que le run sur Tesla a été quand même pas mal fait. On a vu les chiffres qui n'étaient pas extraordinaires ces derniers temps. Il va y avoir de nouveau pas mal de discussions sur les voitures électriques, puisqu'on a vu aussi l'histoire de Workhorse l'autre jour, puisque Monsieur Biden veut changer tout le parc électrique, tout le parc automobile fédéral. Ça représente 250 000 bagnoles, grosso modo, pour les passer à l'électrique. Alors, on se réjouit de voir comment ils vont les charger, mais c'est une autre histoire. Déjà, comment ils vont les produire, puisque Workhorse est un des gros candidats pour fournir le département, enfin, les États-Unis. La problématique, c'est qu'ils fabriquent 500 bagnoles par année. Donc, ça va être un petit peu long pour changer tout le parc. Et néanmoins, on va quand même reparler beaucoup des voitures électriques. Et moi, dans mon coin, j'ai toujours ma Fisker que je garde soigneusement dans un coin qui va bien finir par démarrer un jour. Autrement, on notera aussi les recommandations de JP Morgan qui a laissé entendre hier soir qu'il fallait vraiment profiter d'acheter toutes les faiblesses sur le marché parce que les vaccins vont faire effet de plus en plus et on va avoir une vraie amélioration de la condition, pas forcément de vie, mais des conditions économiques à partir du Q2, donc à partir de fin mars, donc extrêmement constructif pour la suite. Bon, je rappelle quand même qu'on a juste monté de 70% depuis le fond du trou du mois de mars, mais peut-être qu'on a un petit peu anticipé ce retour économique, mais visiblement, JP Morgan a quand même, et encore et toujours, assez positif sur la thématique. On parle aussi des métaux précieux, vous avez vu, on parle beaucoup du short squeeze sur l'argent ces derniers jours. Ça marche un petit peu moins bien que sur GameStop, forcément. Mais techniquement, l'argent a cassé à la hausse. C'est plutôt une bonne nouvelle et je pense qu'il faut aussi commencer à regarder l'or parce qu'on va en parler dans pas longtemps. On est à des niveaux très élevés, les gens ont besoin d'être un tout petit peu rassurés. Techniquement, l'or se présente pas mal. Et il suffit qu'il démarre de 50 ou 100 $ pour que tout le monde vienne nous ressortir les bonnes vieilles théories, comme quoi il va aller à 4000. Mais je pense que techniquement, il peut nous faire un rebond et aller chercher les plus hauts sur l'or. Donc surveillez un petit peu les métaux précieux, c'est quelque chose qui devient très à la mode aujourd'hui. Quand je regarde le graphique du Bitcoin, j'ai presque envie d'acheter du Bitcoin, mais j'ose même pas le dire. Et puis alors, la nouvelle du jour, ça je ne sais pas comment il faut la prendre, mais Apple a annoncé qu'ils allaient retravailler leur système de reconnaissance faciale. Donc vous pourrez dorénavant déverrouiller votre iPhone en gardant le masque. Alors je sais vraiment pas si c'est une bonne nouvelle, parce que ça donne un peu l'impression que ce masque, on va se le taper un bon moment. On passe à la question du jour. La question du jour, c'est un monsieur qui me dit « J'ai des actions dans une grande société du SMI, Crédit Suisse ».
qui a décidé de racheter une partie de ses actions. Quels sont les bénéfices pour la société et pour les actionnaires? Est-ce un bon ou un mauvais indicateur? Peut-on espérer voir augmenter le prix de l'action avec cette opération? Alors oui, en général, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ils ont du cash à disposition. Ils savent pas trop quoi en faire. Donc ils se disent, en réduisant mon free float, mes actions en circulation, eh bien finalement, je réduis ma dette quelque part. Et comme de toute façon, je sais pas trop quoi faire de ce cash que j'ai à disposition, c'est une bonne nouvelle. Ça veut aussi dire qu'ils ont confiance en eux, puisqu'ils réinjectent l'argent en eux-mêmes. Pour les actionnaires, eh bien... c'est pareil, vous rachetez une partie des actions, ben ça va forcément, naturellement, logiquement faire monter un petit peu le titre. Il ne faut pas non plus compter que là-dessus. Mais c'est vrai que ces dernières années, l'effet de ce qu'on appelle des share buyback en anglais, des rachats d'actions, ont vraiment poussé beaucoup d'actions à la hausse. La problématique du Crédit Suisse, que comme vous me le dites dans cette question, baisse depuis 5 ans, c'est quand même un secteur qui est en pleine mutation de tous les côtés. Et finalement, les grandes banques aujourd'hui, même si les résultats sont relativement corrects, on sent quand même que les marges diminuent et que le métier est en train de se repenser et qu'il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui qui n'étaient pas les mêmes qu'il y a quelques années en arrière. Et donc, c'est beaucoup plus difficile. Quand on voit d'où vient le Crédit Suisse historiquement parlant, ben on peut espérer que ça remonte, mais franchement, c'est pas forcément sur ce type de secteur-là que je parierais mon argent sur les 5 prochaines années. On dit que les banques bénéficient souvent d'une hausse des taux. Pour l'instant, on n'est pas dans une phase de hausse des taux. Par contre, le jour où ça va commencer à bouger de ce côté-là, peut-être qu'il faudra commencer à se repositionner dessus, ou en tout cas attendre ce moment-là pour espérer qu'elle remonte. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, un share buyback n'est jamais négatif pour l'entreprise, c'est plutôt positif. Mais après, il y a quand même d'autres effets qui font que ça peut quand même baisser, même dans un share buyback. Après, on ne sait pas quand c'est que le Crédit Suisse va racheter. Est-ce que c'est tout le même jour? Est-ce qu'il va en général, évidemment, que c'est étalé sur plusieurs mois. Donc, c'est vraiment une moyenne du moyenne. Donc, il y a un effet acheteur, ça c'est sûr. Après, elle n'est pas vraiment dans une tendance haussière, donc c'est pas forcément ce qui va l'aider à remonter à 45 francs suisses. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, plus ou moins. J'essaie de me diversifier parce qu'on ne peut pas parler que de GameStop. Il faut aller de l'avant dans la vie. Je vous remercie d'avoir été là. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve demain au même endroit. Bye bye.